Hey hey hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, même si le plaisir cinématographique n'est pas ce pourquoi Internet a été inventé évidemment. Bienvenue à toutes et à tous dans D'Explorer avec aujourd'hui un gros morceau. Un gros morceau, un film bruyant et compliqué comme ses prédécesseurs, et surtout un film qui va susciter moult débats, et c'est en ça qu'il est évidemment intéressant de se pencher sur son cas. Mais avant, je prends 30 secondes de votre attention pour vous rappeler que je suis en train de faire un film qui s'appelle Rage. Vous avez une vidéo d'explication du projet dans la description, ainsi qu'un lien vers la cagnotte Litchi associée. Prenez le temps de vous y intéresser parce qu'on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre aide pour réaliser nos rêves et pour faire du cinéma. Merci de votre attention. Je reviens à la critique de Matrix Résurrection, Matrix 4, réalisé par Lana Wachowski, sans sa sœur donc pour cette fois, qui, 18 ans après la sortie de Matrix Revolution, hein, c'est ça le titre du 3, s'attarde en fait à nous raconter comment est-ce que Neo a été replongé dans la matrice par les machines suite à son combat contre Smith à la fin de l'opus précédent, et comment est-ce que la matrice a réussi à l'endoctriner dans une vision encore une fois tronquée de la réalité, et comment il va à nouveau s'en faire libérer. Un projet qui n'a aucune raison d'exister, un projet qui n'a aucun intérêt à exister dans la mesure où le message de Matrix avait été parfaitement conclu au troisième, mais un projet qui, malgré le non-intérêt de son existence finalement, est tout de même extrêmement intéressant, et notamment vis-à-vis des réactions qu'il suscite. Le premier truc qu'il faut quand même remarquer, qui est un élément contextuel au film, on va parler évidemment du film dans le dur dans un second temps, mais parlons quand même de cet élément-là, c'est que le film sort une semaine après Spider-Man No Way Home, et que les critiques ont considéré pertinent, n'est-ce pas, de mettre en opposition les deux films, considérant que Spider-Man No Way Home était l'apologie du fanservice, l'apologie de la reprise d'une mythologie existante pour simplement, en fait, en utilisant des effets d'affichage, eh bien, contenter le public, là où Matrix, justement, était une œuvre déconstructrice, et que le message de ce Matrix Résurrection, puisque c'est Matrix, et que Matrix, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, quand même, hein, évidemment, même les trois précédents, même si ça a l'air con, c'est toujours, je vous assure, un petit peu plus compliqué que ça, ce qui donc en ferait d'office une œuvre plus intéressante, car une œuvre réflexive, évidemment, sur l'usage de la pop culture. Et alors, moi je trouve que cette réflexion elle est intéressante, en tout cas ce parallèle est intéressant, mais selon moi il est incomplet. Parce que évidemment, je ne doute pas que Matrix 4 soit plus intéressant que Spider-Man No Way Home, que je n'ai pas vu, d'accord, parce que je déteste Marvel et que mon temps est trop précieux pour m'infliger, tout comme vous d'ailleurs, des films dont nous savons que nous n'allons pas les aimer, hein, voilà, ça sert à rien. Mais je trouve quand même un petit peu facile de considérer que Matrix, puisqu'il a conscience de son propre statut, ne fait pas exactement la même chose que Spider-Man. Le phénomène de la nostalgie et de l'usage mercantile, commercial et artistique de la nostalgie, c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau à Hollywood, et quelque part le principe même de la suite n'a de sens à être analysé, la suite filmique je parle, qu'en tant qu'elle se repose sur une mythologie qui est préexistante, sur une œuvre filmique qui est préexistante. C'est-à-dire que toute suite, en fait, toute suite, et non pas tout de suite, est toujours à considérer, à analyser en tant qu'œuvre au second degré. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, par son existence même, en tant qu'elle est une suite, en tant qu'elle est donc d'office référencée à quelque chose qui lui préexiste, une œuvre métatextuelle. Il est extrêmement rare, et d'ailleurs les exemples se comptent vraiment sur les doigts d'une main, qu'une suite puisse être comprise, être ressentie et être expérimentée en fait en tant que moment esthétique, en tant que moment de cinéma, indépendamment de ce que le film précédent a déjà construit. C'est le principe même de la suite. Et ce principe-là, cette façon de considérer l'œuvre comme reposant nécessairement sur quelque chose qui lui préexiste, ça nous pose comme condition, en fait, pour apprécier la suite, de toujours regarder l'œuvre au second degré. On ne peut pas aimer Spider-Man No Way Home au premier degré. C'est impossible parce que pour apprécier véritablement les choix narratifs qui ont été faits, les références qui ont été amenées dans ce nouveau film-là, il faut avoir vu les films précédents. Il faut savoir ce que c'est que la mythologie Spider-Man, il faut savoir ce qu'est le multivers et quelles sont les possibilités du multivers, et il faut évidemment avoir apprécié ces œuvres. De la même manière, Matrix, pour comprendre le regard critique que pose Lana Wachowski sur l'existence même du blockbuster, il faut d'une part avoir vu les Matrix précédents, avoir conscience que c'est une suite, bref, tout un tas d'informations sont requises
au préalable pour pouvoir pleinement profiter de l'œuvre. Et moi, c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué lorsque j'ai vu Matrix Résurrection, c'est que je me suis dit, mais en fait, oui, d'accord, ça critique le phénomène de la nostalgie, mais quelque part, ça en use et ça en abuse aussi. C'est pas parce que tu fais un fanservice qui est conscient de lui-même que c'est autre chose que du fanservice, d'accord ? C'est juste que Matrix, c'est un peu plus élevé intellectuellement que Marvel. Donc forcément, c'est un peu plus subtil et que oui, la nostalgie comme prison, la nostalgie comme matrice d'enfermement de laquelle il faut se libérer pour créer des choses nouvelles, etc. D'accord ? Sauf que le fait est que on est attaché à Neo et Trinity parce que ce sont Neo et Trinity. Et qu'on sait très bien qui sont ces personnages, qu'on sait très bien à quel point leur amour est important, et que tu ne crées rien de nouveau en fait. Tu crées juste une nouvelle modalité de narration de cette histoire. Et ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que sinon ce serait remettre en cause évidemment le principe même de la suite au cinéma. Ce qui évidemment n'a aucun sens comme critique générale. Mais c'était important pour moi quand même de soulever ce point d'entrée de jeu parce que je trouve que la critique des autres films en se basant sur le discours critique de la nostalgie de Matrix 4, c'est un petit peu facile. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le film n'a pas plein de qualités, mais son discours, aussi pertinent soit-il, n'en est pour moi pas une principale. Parce que des qualités, ce film il en a, et la première que j'aimerais mettre en exergue dans cet épisode, parce que, bon, j'ai pas encore abordé cette question, mais j'ai beaucoup aimé le film. J'ai aimé le film, en fait, tout simplement parce que c'est un film radical. Et que les films radicaux à un tel niveau de production, eh ben, c'est extrêmement rare. Cette radicalité, elle s'exprime d'abord par des choix scénaristiques, notamment le rappel permanent, par exemple, aux films précédents, d'une manière détournée, d'une manière méta, comme un commentaire sur leur existence préalable, qui est une façon extrêmement intéressante de construire une mise en scène à travers l'image d'archives. Le cinéma a beaucoup fait ça au fil de son histoire. Le cinéma est un art, tout comme la littérature d'ailleurs, c'est un art d'autocitation. C'est-à-dire que tous les films sont métatextuels. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des films qui référencent d'autres films, qui parfois citent directement, en prenant directement des images d'autres films pour les mettre dans le leur. Par exemple, en auteur contemporain, Lars von Trier fait énormément ça dans ses œuvres, en nous montrant des images qui n'ont pas été tournées par lui, mais qui l'insère dans son montage pour donner à son film une dimension particulière à travers la citation, et l'usage de la citation est poussé ici très très loin dans ce Matrix 4, parce qu'évidemment on cite directement les Matrix précédents en voyant des plans, et on en voit beaucoup, des plans des films précédents à l'image. Et utiliser ce principe de réminiscence, ce principe de souvenir de façon aussi littérale, en appuyant la citation et en se permettant de refilmer les choses de la même manière, c'est-à-dire vraiment de créer cet effet de boucle permanent dans la mise en scène, mais avec des légères différences, comme le principe de la matrice évidemment l'exige, puisque lorsqu'elle se reboot, c'est toujours un petit peu différent. Enfin bref, ça c'est l'univers, le lore de Matrix qui veut ça. Ce travail de la citation cinématographique, il est vachement intéressant parce que il est assumé jusqu'au bout, et c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus avoir tendance à retrouver dans le film d'auteur. Ce travail vraiment de la citation, parce que ça implique deux choses. Ça implique déjà d'avoir connaissance de l'œuvre précédente, même si je doute que vous avez connaissance des films Matrix précédents, mais surtout ça implique une réflexion sur la nature de l'image que l'on cite. Et ça, c'est vachement intéressant. Est-ce que l'image est illustration ? Est-ce que l'image est discours ? Est-ce qu'elle est les deux ? Enfin bref, tout ce regard en fait qui nous met à distance de l'œuvre citée. Parce que lorsqu'on voit un plan de Matrix 1 inséré dans le montage de Matrix 4, on se dit c'est un plan de Matrix 1. Donc ça me sort de l'histoire. Ça me met dans une position d'observateur qui est sommé de réfléchir, de prendre du recul sur les images que je vois. Ce qui évidemment est un procédé cinématographique extrêmement courant, encore une fois, dans un cinéma à plus petite échelle de production, mais qui est une vraie prise de risque dans un cinéma à ce niveau-là de production, parce que qui dit cinéma à production énorme, à moyens énormes déployés, dit gros kiff. T'y vas pour kiffer, t'y vas pas pour avoir un procédé réflexif. On peut critiquer ou pas cet état de fait, le fait est malgré tout quand même que quand tu vas voir Transformers, c'est pas pour te branler sur le discours métatextuel de la mise en scène de Michael Bay. Même s'il y a un discours métatextuel, et il y a un épisode de d'Explorer consacré au premier Transformers et sur la mise en scène de Michael Bay. Ça, c'est le premier élément qui m'a marqué dans Matrix 4. Cette prise de risque vis-à-vis de mon positionnement en tant que spectateur et de comment est-ce que je devais considérer ce que je regardais.
Ça, c'est très intéressant. La seconde chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est l'usage de la référence de façon détournée. Restant dans cette idée justement de citation, elle ne va pas seulement, Lana, citer des images de Matrix 1, 2 et 3, mais elle va également reprendre des codes de mise en scène, notamment par exemple le bullet time, évidemment, que Matrix n'a pas inventé, mais qu'il a popularisé à un niveau jamais vu en termes de mise en scène cinématographique. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle va reprendre le bullet time, mais elle va l'utiliser dans d'autres contextes que la scène d'action. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, encore une fois, c'est un discours sur l'usage de la citation et de la référence comme quelque chose qui n'est pas figé, mais qui peut être réinterprété, réorganisé et offrir une expérience cinématographique nouvelle. En l'occurrence, l'usage du bullet time dans ce film est fait lors d'une scène de conversation. Et c'est vachement intéressant parce que graphiquement, en termes simplement stylistiques de l'image, ça offre quelque chose d'assez nouveau, encore une fois, à un tel niveau de production, et surtout, c'est une sorte de pied de nez à la construction de mise en scène des films précédents. Et cette façon de toujours considérer à la fois avec tendresse ce qu'elle a fait par le passé et systématiquement de réactualiser ces procédés-là à travers d'autres choses, c'est véritablement la force du film. C'est la force du film parce que c'est toujours une façon de s'interroger, en tout cas c'est la manière dont je crois que Lana a pensé son travail, de s'interroger en fait sur comment est-ce que je peux amener cet univers plus loin, tout en ayant, je pense, cette pensée vissée au corps que je ne peux pas l'amener plus loin. Et c'est pour ça que je fais un film ultra référencé, c'est pour ça que comme Spider-Man No Way Home, je suis obligé de me reposer sur la nostalgie parce que peut-être que ce n'est plus possible de poursuivre l'histoire de Neo. Et ce paradoxe-là, pour moi, il va se retrouver dans les choix esthétiques du film qui sont partagés entre ce vert new-yorkais cradingue des films, des premiers films, et la lumière naturelle extrêmement chaude qu'elle a commencé à développer dans son travail de mise en scène à partir de Cloud Atlas, notamment, même si je crois que ça a commencé dans Speed Racer, mais c'est vraiment dans Cloud Atlas que ça pète. Et puis t'as Sense8, évidemment, sa série Netflix, où littéralement toute la série est pensée autour de ce travail de la lumière extrêmement chaude, des corps qui sont très orangés, avec une température de couleur qui est relativement faible, pour avoir des oranges vraiment très très doux, très soleil couchant. Et ce travail de la lumière naturelle, cette opposition en fait, c'est tant de choses qui montrent, qui nous incarnent l'évolution d'une cinéaste, qui nous dit voilà ce que j'ai fait à l'époque et je vais le reprendre parce que c'est le lore de Matrix et que un univers, ce n'est pas seulement un univers scénaristique, c'est également un univers visuel, ce sont également des codes de photographie. Et en même temps, j'ai envie de faire autre chose parce que je ne suis plus cette personne-là. Et cette idée de vouloir dépasser ses propres codes esthétiques, c'est quelque chose que j'ai trouvé encore une fois assez radical quand tu fais une œuvre nouvelle qui s'inscrit dans une saga, et en même temps assez touchant. Assez touchant parce que c'est une volonté d'expression de soi de la part de cette cinéaste qui nous dit « Non, je ne suis plus cette femme-là. Je ne suis plus cette femme-là, donc je ne vais plus filmer de la même façon. » Et ça se ressent où ? Ça se ressent particulièrement dans les scènes d'action. Je suis allé voir Matrix 4 avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Timothée, qui écoutera sans doute cet épisode, et qui d'ailleurs m'a offert un Blu-ray de Baxter. Et vous savez, Baxter est un de mes films préférés. Donc voilà, je le remercie et je lui fais une petite dédicace, des bisous mon team. Qui m'a dit, en fait, c'est marrant parce que Matrix 4 ne reprend aucune esthétique, ne reprend aucun code esthétique de la façon de filmer l'action des précédents. C'est-à-dire que là où Matrix 1, 2, 3 étaient des films extrêmement stylisés, extrêmement chorégraphiés, très ralenti, très plan large, où on voit bien les actions des personnages, etc. Là, les scènes d'action dans ce Matrix 4 sont beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus brutales, et ils vont être cadrés de beaucoup plus près. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un spectacle où nous avons des figures qui s'affrontent dans un plan très large, qui fait une espèce de tableau. Non, maintenant on est cadré en plan poitrine, en plan épaule, et les personnages, en fait, on est beaucoup plus proche de leur humanité, de leur visage, lorsqu'ils se battent. Ce qui est évidemment, encore une fois, une façon de recentrer, en tout cas, et je pense que tout le film est construit là-dessus, de recentrer la mise en scène sur l'humain. L'humain, Lana, à l'intérieur de la machine hollywoodienne, qui essaye de s'exprimer elle-même dans une œuvre, dans une quatrième œuvre qui n'a rien à faire là, qu'elle crée comme un parallèle avec la présence des personnages dans un univers qui les oppresse, qui les opprime. Parce qu'évidemment, le parallèle est énorme, et il y a carrément une ligne de dialogue dans le film où Keanu Reeves, enfin du coup Neo, dit « Oui, j'ai mis beaucoup de moi dans le personnage principal, etc. » Ce qui est évidemment
une référence au fait que Lana parle d'elle-même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même... Le discours méta du film est propice à ce genre de réflexion, à ce genre de parallèle, et je pense qu'il est totalement inutile de se voiler la face sur le fait que Neo, c'est Lana Wachowski. Voilà, je pense que, admettons-le simplement, n'ayons pas peur des mots, et les hippopotames seront bien gardés, n'est-ce pas? Mais alors, là, je vous ai décrit des trucs, j'ai insisté sur quelques éléments de mise en scène, mais j'ai l'impression, en tout cas, et c'est ce que je ressens, donc quelque part tant mieux, que à travers mon discours, vous remarquez que je suis assez partagé sur le film, parce que ce film est paradoxal. Et c'est vraiment l'idée qui innerve ma critique, et l'idée qui innerve en fait même mon ressenti de spectateur, c'est que, ouais, tu te dépasses, ouais, tu t'exprimes, mais d'un autre côté, tu peux pas t'empêcher de faire du fanservice gratuit qui n'est pas du tout déconstruit. Il y a un personnage dans ce film qui revient des films précédents, qui est un fanservice totalement gratuit. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai fait, bah ouais, sauf que du coup, tout le discours critique de la nostalgie que t'as fait avant, il vient de s'annuler là. Il vient de s'annuler parce que t'as ramené ce personnage-là et que tu ne critiques pas sa présence. Donc du coup, tu te prends les pieds dans ta propre réflexion en fait, c'est-à-dire que tu te contredis toi-même. Et c'est ça qui rend pour moi ce Matrix 4 extrêmement compliqué. Parce que c'est le premier truc que j'ai dit en sortant de la salle, j'ai dit c'est bruyant et compliqué. C'est bruyant parce qu'il y a plein de scènes d'action et que ça va dans tous les sens et que c'est cuté à hauteur d'homme, que on est vraiment sur un montage extrêmement énergique, tu vois, sur les scènes d'action qui parfois est dantesque, notamment le dernier acte du film est sublimissime en termes de mise en scène d'action. Je vous invite vraiment à aller voir le film, ne serait-ce que pour le dernier acte qui est mortel d'un point de vue de mise en scène de l'action, mais malgré tout ça, malgré le fait de vouloir recentrer à échelle humaine, malgré le fait de discourir sur le statut du film, sur le fait que c'est une œuvre méta parce que les films précédents existent dans le lore de ce Matrix 4, tout ça existe, d'accord, mais le fait est que l'industrie a gagné. Et en fait, je vois quelque chose de très désespéré dans l'existence de ce Matrix 4 parce que je vois une metteuse en scène qui a envie d'exister indépendamment de la machine qui exige d'elle qu'elle réalise un 4e opus. Et d'un autre côté, même si je vois cette volonté de se libérer de tout ça, en faisant évoluer l'esthétique, en critiquant le statut même du film, le fait est que, même si elle critique la nostalgie, elle en a besoin pour que le film existe, et que, même si elle se plaint d'avoir à en faire un autre, le fait est qu'elle en fait un autre. Et ce paradoxe-là, c'est peut-être la chose la plus radicale de ce Matrix 4, et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, et que j'ai envie de défendre le film, parce que je pense que ce paradoxe, on pourrait le pointer du doigt, en se disant « Ah ah ah, elle est complètement conne, elle dit ça, mais en fait elle fait l'inverse de ce qu'elle prône, etc. » Mais elle en est consciente. Et là, on est baisé. On est baisé parce qu'on aimerait pouvoir critiquer Lana en se disant « Ouais, trop débile, wokistan, nanana ». Même si je suis sûr que des connards vont faire ça. Enfin, des connards, des gens simplets, disons-le comme ça. Mais d'un autre côté, comme elle en est parfaitement consciente, nous sommes prisonniers du paradoxe. Un paradoxe qui est interne à son statut d'artiste, et un paradoxe qui existe dans le film, et un paradoxe qu'elle nous transmet en tant que spectateur. Et pour toutes ces raisons, je vous encouragerais à aller voir Matrix 4, parce que c'est une œuvre bâtarde. C'est une œuvre qui est à la frontière entre le génie et le mauvais goût, du fait même de son statut, du fait même de la façon dont est pensée sa mise en scène, dont est pensé le statut de l'œuvre, et qui est surtout à la frontière entre la victoire et la défaite face à l'industrie. Ce film a un statut assez unique dans le paysage du blockbuster contemporain, et je suis partagé. Je suis partagé parce que le film est partagé, parce que sa metteuse en scène est partagée, mais j'ai envie de la défendre parce que je vois ce qu'elle a envie de me raconter, je vois la beauté de ce qu'elle a envie de me dire, et je vois l'impossibilité qu'elle a de pouvoir me le dire en toute liberté. Ma conclusion va être un peu triste, mais je pense que l'avenir, pour des films réellement premier degré, des films réellement dépouillés de toute nostalgie, n'est plus à Hollywood. Et que ce Matrix 4 en est un parfait constat. Je pense que ce film est une espèce de tract pour arrêter de faire des films à Hollywood. En tout cas, c'est la façon dont je le vois. Parce que ce cynisme, ce second degré sur son statut, cette critique de la nostalgie, elle est malgré tout récupérée par le système. Donc le fait est que la matrice a gagné. Je ne sais pas en fait si la meilleure façon d'entrer en lutte contre le système qui est dénoncé par ce film, ce serait d'aller le voir ou de ne pas aller le voir. Je sais pas.
en tout cas, c'est une œuvre qui est pleine d'espoir envers l'avenir du cinéma, envers ce qu'il est possible et impossible de faire. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une œuvre passionnante, en fait. C'est pas forcément un film qui est réussi sur tous ses points, c'est peut-être même un film raté, d'ailleurs, quand on regarde l'intention et l'impossibilité qu'elle a de s'extirper du contexte dans lequel elle réalise le film. Mais c'est un vrai tract sur à quel point il est encore possible de croire au cinéma. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un film très très beau. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux histoire qu'on discute encore plus de cinéma. Je vous invite également quand même à aller faire un petit tour sur la cagnotte Litchi parce qu'on a besoin de votre aide. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.